On a beaucoup entendu parler de vous ces dernières années et j'ai beaucoup mis en ligne sur mon site internet à propos de vous. Donc, bon vespre, ha deixat molt de veure poder parlar en català, diu, tenia moltes ganes de veure-us, entre altres coses perquè he posat en línia, he posat a la xarxa moltes coses sobre vosaltres i el que està passant aquí últimament. Alors d'abord, je veux juste rappeler que, disons, le contexte international, brièvement, parce qu'il est parfois dit qu'on était des romantiques, à savoir qu'on était éloignés des réalités. Dans ce sens-là, je suis romantique. Aleshores, un primer element que vull fer és introduir una mica el context internacional del 68, no? Perquè tota la vida s'ha dit que era una colla romàntica i tal, i crec que és important recordar en quin context es va donar aquells fets. Je dirais la décennie dont on parle, la décennie 1965-1915, disons, c'est vraiment une décennie mondiale de confrontation réelle, révolution, contre-révolution, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Aleshores, aquesta dècada de la que estem parlant, no? Entre 1965 i 1975, realment va ser un context en el que hi va haver un xoc entre revolució i contre-revolució del món i també enfrontament entre el bloc de l'Est i el bloc de l'Oest. Elle se déploie sur tous les continents, avec comme épicentre le sud-est asiatique, à savoir la contre-révolution en Indonésie, 500 000 morts communistes et minimum, et l'escalade américaine sur l'Indochine. Aleshores, un dels centres de gravetat de tota aquesta dinàmica és el sud-est asiàtic, no? Amb el cop d'estat que hi ha a Indonèsia l'any 65, amb com a mínim 500.000 comunistes assassinats, i després l'escalada americana, lògicament, a Vietnam. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'avenir du monde était vraiment en jeu. Ce n'était pas du tout imaginaire, c'était la réalité. L'avenir du monde était en jeu. Aleshores, el que vinc a dir amb això és que el futur del món estava en joc en aquells temps, al voltant d'aquests esdeveniments. Et question intéressante, c'est que cette actualité de la révolution, ou de la contre-révolution, de la victoire ou de la défaite, était présente aussi en Europe de l'Est. Aleshores, aquesta actualitat de la revolució i de la contrarrevolució, que era ben real, també estava present al bloc de l'Est. En particulier en Pologne et en Tchécoslovaquie. En particular a Polònia i Tchécoslovàquia. Dans notre jargon à nous, de l'époque, on disait qu'il y avait la convergence des trois secteurs de la révolution mondiale, la révolution prolétarienne, la révolution permanente au sud et la révolution entre guillemets politique dans les pays de l'Est. Aleshores, dintre de la nostra jerga trosca, podem dir, hi havia la confluència dels tres sectors. Per una banda, la revolució permanent o revolució anticolonial al Tercer Món, diguem, al sud, la revolució obrera als centres imperialistes i la revolució política als països de l'Est. Donc, le seul point que je veux marquer, c'est que ça n'avait rien d'imaginaire, c'était l'enjeu de cette période. Aleshores, allà on vull posar l'accent és en la idea aquesta que no hi havia res d'imaginari, que era el que estava en joc en el període. Alors, d'abord un premier point, parce que maintenant je vais me concentrer plus sur la France, un premier point, c'est, disons, à la fois comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé en France et ses limites. Et l'ampleur, disons, pour moi, la formule « la grève générale », c'est trop limitatif. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était la plus grande grève générale de l'histoire de France. Mais c'était surtout un arrêt de travail général dans le pays. Ça va au-delà d'une grève générale au sens classique du terme. Aleshores, jo per centrar-me ja més en el cas de França, no? S'ha d'insistir molt en els esdeveniments i els seus límits. No? Des d'aquest punt de vista, parlar de vaga general es queda curt, perquè en tot cas s'ha de dir que realment va ser una aturada general del país durant diverses setmanes. Donc ça, c'est une des questions auxquelles il faut essayer de comprendre. Pourquoi, pendant quelques semaines, toutes et tous ensemble, tout le pays d'en bas est en arrêt de travail, se parle, espère, pourquoi?
Aleshores cal preguntar-se, no? Per què va succeir això, no? Que durant algunes setmanes el conjunt del país, dels de sota, diguem, van aturar completament, es van començar a interactuar, a esperar esdeveniments, etc. No? Et en haut, vous avez une crise très profonde de gouvernance. C'est le général de Gaulle qui est président, il ne comprend rien à ce qui se passe. Mais rien du tout. Il est démoralisé, il part à Baden-Baden en Allemagne où les troupes françaises sont stationnées à l'époque. Il y a des troupes françaises stationnées en Allemagne comme les troupes américaines. Et il faut que le général Massu, de triste mémoire, lui remonte le moral pour qu'il revienne en France. Aleshores, des del punt de vista dels de dalt, també la crisi és forta. Perquè, clar, estava en el poder a l'època el general de Gaulle, que va ser incapaç d'entendre res del que estava succeint a França aleshores, i es va veure en la tessitura d'anar-se'n a Alemanya, on estaven estacionades les tropes d'ocupació franceses, i entrevistar-se amb Massu, de trista memòria, conegut repressor a Algèria, etc., perquè li pugés la moral a De Gaulle. Bon. Le général de Gaulle donne des ordres à ses ministres, pas un seul ministre n'applique ces ordres. I el De Gaulle dona unes instruccions als seus ministres que cap dels ministres segueix, no? Aplica. C'est le Premier ministre qui va sauver la continuité gouvernementale en revenant de voyage, Pompidou, parce que lui, il comprend ce qui se passe. Aleshores, el que serà capaç de reprendre el control una mica i de la cadena de comandament dintre del govern serà el primer ministre quan torni d'un viatge oficial, Pompidou, en aquest cas. Aquest sí que era capaç de pulsar una mica la situació. Donc on pourrait dire, en bas, c'est la levée en masse, en haut, c'est la crise de la bourgeoisie, donc c'est une situation révolutionnaire. Eh ben non. I clar, simplificant podríem dir, a sota és l'aixecament general, a dalt és la crisi perpètua, aleshores és una situació revolucionària. Tampoc va ser el cas. Alors, les usines sont occupées. On danse dans les usines. C'est très important parce que le salariat à l'époque, son existence dans les usines n'était pas reconnue par le patronat. C'était le domaine de la dictature patronale, point. Donc, occuper l'usine et danser dans l'usine, c'est un acte d'appropriation de son lieu de travail très très important. Aleshores, clar, les fàbriques estaven ocupades i els obrers es posen a ballar a les fàbriques, no? El qual, en un país on no estava reconegut el moviment obrer, les seves organitzacions com a subjecte legítim dintre de l'empresa, més enllà de la dictadura patronal, és un acte, diguem, subversiu, no? Que simbòlicament és que els obrers s'apropien de l'espai de la fàbrica. Mais il n'y a pas d'assemblée générale de grévistes, il n'y a pas d'élection de représentants, il n'y a nulle part apparition d'organes qu'on pourrait appeler de double pouvoir. En canvi, no hi ha elecció de delegats, no hi ha assemblees generals i no hi ha la constitució d'òrgans que podien dir que fossin embrió d'un doble poder. Això no es dona. Alors, je pense qu'à ça, il y a deux raisons. D'abord, disons, le grand parti dominant dans la classe ouvrière, c'est le Parti communiste, l'un des partis les plus staliniens d'Europe, les plus staliniens d'Europe. Et, disons, il veut reprendre le contrôle de l'événement, mais il n'en est pas à l'initiative. Et il n'est pas spécialement autogestionnaire. Aleshores, hi ha com dues grans raons per això. El primer, el gran partit obrer a l'època era el Partit Comunista, que per començar està present a la situació però no la promou en absolut, i era un partit particularment stalinista i no gaire amic de l'autogestió. La nouvelle extrême gauche, elle est à 90% étudiante et chaque organisation a quelques centaines de membres. Donc une fois que c'est la grève générale et l'arrêt de travail général, bon, on fait ce qu'on peut, mais on peut peu. Aleshores, clar, les organitzacions d'extrema esquerra de l'època, el 90% eren estudiants i la majoria d'alguns centenars de militants, clar, el qual vol dir que des del moment que arrenca la vaga general, la influència de l'extrema esquerra estudiantil és molt limitada. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que, disons, la spontanéité était très très grande. Mais la question est,
qu'est-ce que porte comme mémoire collective de ce qui peut être fait ou comment on fait la spontanéité, hein? Soit les organisations sont faibles et elles ne peuvent pas faire grand-chose, soit les organisations sont puissantes et elles ne veulent pas. Mais la spontanéité est très forte. Mais la spontanéité, les limites de la spontanéité ou son potentiel, ils dépendent beaucoup des expériences récentes et de comment elles ont été collectivisées dans les populations concernées. Aleshores, clar, a mi el que m'interessa parlar és veure la dinàmica espontània que va existir, va ser molt forta en realitat, veure quines són les fonts de memòria que nodrien aquesta espontaneïtat, perquè al final memòria col·lectiva que en certa forma és processada i tal, perquè clar, hi ha un fet, i és que les organitzacions grans estaven en contra d'aquesta dinàmica i les petites no tenien gaire capacitat d'influir. Donc ce que révèlent les limites de ce que permet la spontanéité immense, hein, jusqu'où elle peut aller en tant que forme d'organisation, de conscience, etc., elle révèle la grande faiblesse des luttes sociales en France avant. Aleshores, aquesta espontaneïtat i els seus límits, el que posen de manifest són els límits de les lluites socials prèvies en aquest període. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'est la France gaulliste. Ce qu'ont complètement oublié 90% des Français et 99% des étrangers. Aleshores, per entendre això cal recordar el que era el règim gaullista, una cosa que el 90% dels francesos no han oblidat i el 99% dels estrangers. Bon, vous vivez sous le franquisme. C'est pas un régime normal, d'accord. Aquí viviu sota el franquisme, no és un règim normal, d'acord? Mais la France n'est pas un pays normal. Però França tampoc era un país normal. Mais pas du tout. En absolut. De Gaulle a été mis en place par un coup d'État. Sí, el de Gaulle arriba al poder per un cop d'estat. C'est-à-dire qu'il y avait l'armée française dans la guerre d'Algérie qui a dit aux autorités françaises ou vous élisez De Gaulle président ou nous débarquons. L'aviation est prête, nous sommes prêts à descendre sur Paris. C'est votre choix. Ou vous élisez De Gaulle ou on arrive. Aleshores, a un moment donat hi ha un ultimàtum de l'exèrcit que estava a Algèria que li diu al govern a París o elegiu De Gaulle com a president o tenim els avions preparats i desembarquem a París o ens llancem a paracaigudes sobre París. C'est une armée factieuse. C'est une armée qui est, après la bataille d'Alger, c'est une armée qui est renommée mondialement comme les plus grands experts en torture. C'est une armée qui envoie ses officiers après aux dictatures latino-américaines et aux États-Unis pour apprendre comment vous utilisez la torture pour terroriser une population. C'est ça l'armée française. Aleshores, l'exèrcit francès és un exèrcit facciós i, a més, sobretot després de la batalla d'Alger, és un exèrcit expert en l'ús de la tortura contra enemics polítics, que, a més, farà cursos en les dictadures argentines, que anirà a rebre la instrucció dels americans per això, aplicar mètodes contrainsurgents. I serà famós per això a nivell mundial. C'est cette armée qui va couvrir, en 1994, les responsables du génocide Tutsi au Rwanda. C'est la même armée. Aquest serà l'exèrcit que l'any 94 taparà els responsables del genocidi de Rwanda. Et c'est cette même armée qui a des pouvoirs de police en France maintenant. I és el mateix exèrcit que actua com la policia ara mateix a França. Donc voilà, le régime gaulliste est issu d'un coup d'État. Et il instaure un régime très rigide et très autoritaire. Aleshores, el gaullisme sorgeix d'un cop d'estat i instaura un règim rígid i autoritari. Et puis il y a les services d'action civique, le SAC, qui se lient au grand banditisme, etc., pour faire les basses œuvres. Aleshores, després hi havia una cosa que es deia SAC, Serveis d'Acció Cívic, no Servei d'Acció Cívica, que era una mena de servei d'ordre gaulista lligat fins i tot amb el crim organitzat. Donc ça gèle la société institutionnelle. La société institutionnelle est gelée. Aleshores, la societat institucional està com congelada. Vous avez une morale catholique et une église catholique hyper réactionnaire qui pèse
sur toute la société. Tenim una presència molt forta de la moral i la institució de l'Església Catòlica sobre tota la societat. Et comme je l'ai dit, dans les entreprises, vous n'avez aucune reconnaissance de l'existence des salariés. I a les empreses no hi havia cap reconeixement de l'existència dels assalariats. Les syndicats n'ont pas le droit de mettre le pied dans l'entreprise. Et il y a, disons, la dictature patronale est directe. Le salarié n'a aucune façon de s'exprimer de l'intérieur de l'entreprise. Aleshores, els sindicats no tenien dret a posar els peus a les fàbriques, a les empreses, perquè hi havia com un sistema on hi havia una autèntica dictadura patronal i els obrers no tenien cap espai d'autoexpressió, d'autoorganització, d'autoactivitat. Mais la société change. On atteint 75% de salariés, 50% d'ouvriers d'industrie, c'est le pic. Il n'y a jamais eu autant d'ouvriers industriels qu'à cette période. 1967, c'est l'année de la mini-jupe. La morale catholique en prend un coup, les femmes se rendent visite dans la société. Aleshores, però la societat estava canviant, en aquell moment s'arriba al 75% de la societat que ja són assalariats, 50% dels quals és classe obrera industrial, que és el moment de màxima preponderància de classe obrera industrial dintre dels assalariats. Canvia la societat, les dones comencen a vestir minifalda, tot comença a tenir una presència a la societat. Depuis 1965, la jeunesse scolarisée rentre en révolte, l'effet de la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Aleshores, també el jovent escolaritzat es revolta contra les guerres colonials, ja sigui Algèria o Indochina. Donc, je pense que c'est ça qui explique le tous et tous ensemble. C'est-à-dire, tous, où qu'on soit, on vivait la société comme répressive, et le gaullisme comme une chape de plomb qu'il fallait faire sauter. Et donc, quelles que soient les revendications particulières de tel ou tel secteur, les étudiants discutaient de la réforme universitaire, les ouvriers de leurs droits, les paysans étaient en lutte dans une série d'endroits, etc. Mais là où on se reconnaissait tous, on voulait respirer, on voulait être. On n'en pouvait plus de cette chape de plomb du régime gaulliste, de l'Église catholique et de la dictature patronale. Aleshores, el que explica, diguem, no, aquest gran moviment social era aquesta voluntat d'acabar amb una situació opressiva que era viscuda així per una gran majoria de la societat, més enllà de les reivindicacions específiques de sector obrer, sector camperol, etc. Alors, ça commence à craquer en 66, 67, 68, surtout 67, début 68. Ça commence à craquer. Alors, quand je dis 75% de salariés, dont 50% d'ouvriers d'industrie, ça veut dire que beaucoup de jeunes ruraux sont rentrés à l'entreprise, qu'ils se retrouvent face à la discipline d'usine à laquelle ils ne sont vraiment pas habitués, et face à une non-reconnaissance totale de la part du patronat. Vous avez des luttes très dures qui s'engagent dans une série d'entreprises et... Oui, pardon. Tot això es comença a escardar entre 1965, 66, 67, 68, no? Aquests anys. Per una banda hi ha un element molt important, abans he dit que els assalariats arriben al 75% de la societat, 50% classe obrera industrial, dels quals una part molt important era gent provinent del món rural que no estaven gens habituats a la disciplina laboral de la fàbrica i d'aquest règim intern, ja hem dit, opressiu, despòtic, de la patronal. La révolte politique de la jeunesse scolarisée s'étend, avec la montée en force de la guerre d'escalade, etc. Et disons, la nouvelle extrême gauche se divise en trois sur les possibilités ou les priorités. Aleshores, la politització del jovent al voltant dels esdeveniments internacionals es va escampant i en aquest moment hi ha un creixement de l'extrema esquerra que es divideix al voltant de tres grans eixos. Vous avez des courants liés au PSU notamment qui se concentrent sur la réforme universitaire. Vous avez des courants maoïstes notamment qui se concentrent sur les luttes ouvrières. Et vous avez certains courants, dont nous, qui se disent on peut faire le lien.
C'est-à-dire que l'étincelle étudiante peut permettre d'élargir les luttes ouvrières. Aleshores, hi ha com tres grans corrents. Per una banda, la lligada al PSU, Partit Socialista Unificat, que estava lligat, que es concentrava molt en la qüestió de la reforma universitària, no? És a dir, molt lligat al moviment estudiantil. Després hi havia corrents, diguem, maoistes, sobretot, que es focalitzava més en les lluites obreres, i d'altres corrents, entre elles nosaltres, que deien que es podia fer el lligam entre els dos camps. Donc, donc, nous, on était parmi ceux qui étaient tendus vers ce qui s'est passé. On n'a jamais compris que ça allait commencer le 3 mai, si vous voulez, dans la discussion. Je peux raconter pourquoi le 3 mai, c'est vraiment... Je suis moi-même embarqué le 3 mai, mais c'est un hasard complet, hein, que ça commence le 3 mai. On n'avait jamais prévu la grève générale, évidemment, mais on avait compris que la confrontation, parce que la violence était partout dans ces sociétés, je vais y revenir, on avait compris que la confrontation des étudiants et de la police et du pouvoir pouvait aider le développement des luttes ouvrières. Ça, on l'avait compris. Aleshores, nosaltres sí que vam entendre la dinàmica de la confrontació, vam entendre que els fenòmens violents i de més podien ajudar a generar una dinàmica expansiva del moviment, si bé no vam preveure ni els esdeveniments del 3 de maig, ni la vaga general, ni res de tot allò, però sí que vam connectar amb la dinàmica, vam entendre la dinàmica general. Alors, pour essayer de revenir sur cette question, la force et les limites de ce qui se passe en mai, je pense que c'est utile de le voir à travers l'implication des femmes dans la lutte à l'époque. I crec que per veure la força dels esdeveniments i els seus límits al mateix temps és bo veure, com a exemple, el grau d'implicació de les dones en aquest període. Alors, il y a une chose extrêmement irritante, c'est d'entendre répéter et répéter et répéter que les militantes se contentaient de servir les militants garçons. C'est faux, point. Hi ha una cosa que és molt irritant de sentir, repetir un cop i l'altre, és a dir que les militants dones es dedicaven a servir els militants homes en les tasques. I això és fals. Les militantes étaient des militantes à plein. Elles militaient comme les garçons. Elles étaient moins écoutées, moins entendues, mais elles militaient. Je dirais, ma formule, c'est de dire, elles avaient chez nous la double journée de travail aussi. C'est-à-dire qu'elles étaient totalement militantes autant que les hommes, et en plus, elles faisaient beaucoup plus que leur part de l'intendance. Donc d'accord, il y avait une double journée de travail pour les militantes, mais elles étaient militantes. À fond, quoi, à plein. Aleshores, cal dir que les companyes militants noies eren igual de militants en el sentit polític del terme que les nois, el que passa que sí que se'ls aplicava la doble jornada, no? De mesura que també s'ocupaven no només del treball polític, sinó a més dels treballs d'intendència. Alors, ce qui est, je crois, ce qui montre, disons, ce qui illustre la question du potentiel et des limites, c'est qu'avec l'extension de l'arrêt de travail et de la grève, disons, le rôle des femmes dans l'organisation des luttes, et du réseau social et de tout, c'est beaucoup étendu. Mais les questions n'ont jamais été posées à cette époque, y compris par les femmes elles-mêmes engagées dans l'activité, en termes féministes. Donc il y a beaucoup d'implication des femmes dans les luttes, mais elles n'accompagnent pas leur engagement avec des questions féministes. Aleshores, un botó de mostra de la profunditat del moviment serà que amb el creixement de la vaga el grau d'activitat política de les dones s'expandirà també d'una forma bastant proporcional, si bé és cert que això no va anar acompanyat d'una consciència feminista o de demandes feministes explícites, i per part d'elles tampoc. Il y avait un article là-dessus où quelqu'un racontait une assemblée aux États-Unis à la même période
où un homme dans l'assemblée mixte dit « Est-ce qu'il y a des femmes volontaires pour faire la cuisine ?» Et toutes les femmes dans l'assemblée ont éclaté de rire en disant « Mais vraiment, comment tu peux dire ?» Bon, en France, ça ne se passait pas comme ça. Aleshores, bueno, aleshores parlava d'anècdotes, no? Que passaven als Estats Units enmig d'una assemblea mixta, un company deia hi ha alguna dona que sigui voluntària per fer el dinar i que totes les dones esclataven a riure, no? Això no passava al fons. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi il y avait un tel investissement des militantes dans tous les secteurs, mais pas d'expression féministe, hein? Alors, bon, d'abord, évidemment, il y a la fameuse question de la culture latine, comparée à la culture anglo-saxonne. Je ne sais pas comment, apparemment, vous avez dépassé ça en Espagne aussi radicalement, mais disons, bon, c'est une question qui traîne. Le poids de la culture latine. Aleshores, l'interrogant és com pot ser, no?, que amb aquest grau d'activisme de les dones no hi hagués demandes feministes explícites. Un element podia ser aquest element de la cultura llatina, i em pregunto com es va superar aquí, no? Il y avait le virilisme de l'époque, qui était notamment porté par le fait que la violence était partout et que les batailles étaient partout. J'y reviendrai. Donc ça nourrissait un virilisme sur le plan, disons, de la culture politique du moment. Aleshores, el primer element és el virilisme, aquest, no? Propi del fet que hi havia molta presència de la violència i el fet que els homes tenien aquesta imatge idealitzada d'enfrontament, doncs això està associat a la cultura política de l'època. Je pense qu'il y avait ce que j'ai dit sur le régime gaulliste, c'est-à-dire qu'il était tellement, disons, une chape de plomb sur la société qu'il rendait très difficile l'expression en termes politiques et dans le domaine du politique des évolutions sociales qui étaient en cours. Je rappelle 67, la mini-jupe. Bé, aleshores, també una altra explicació és que la naturalesa mateixa del règim gaullista, que era com una capa de plom que mantenia, diguem, la societat una mica comprimida, no? I no deixava transcendir a l'esfera política. Els canvis socials també pot explicar aquest fenomen. Il y avait le rôle du PCF. Le Parti communiste français, c'était le grand parti qui organisait le gros de la classe ouvrière, hein, et qui marquait beaucoup sa culture. C'était un parti qui pouvait défendre les droits salariaux des femmes, mais il était agressivement antiféministe. Aleshores, després hi havia el Partit Comunista Francès, no?, que era la gran organització obrera de l'època, que organitzava, efectivament, podia defensar fins i tot els drets salarials de les dones, però que era violentament antiféministe. On est quand même le pays de Simone de Beauvoir. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Simone de Beauvoir. Som el país de Simone de Beauvoir, que coneixereu. Mais il a organisé la rupture entre toutes ces traditions féministes de façon extrêmement agressive. Però ha organitzat la ruptura amb totes aquestes tradicions feministes d'una forma molt agressiva. Et puis après, si vous voulez, je pense que ça a été quand même très court. Le grand moment, enfin quelques semaines, quoi. Or, dans l'entreprise, par exemple, les femmes n'avaient pas l'habitude de prendre la parole. Et le premier acte, ça a été apprendre à prendre la parole. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Alors que même dans des usines qui étaient à composition féminine essentiellement, celui qui maîtrisait la parole, c'était des cadres syndicaux masculins. Hein. Donc je pense qu'il y a ce temps important d'apprendre la prise de parole, qui a commencé en 68, mais bon. Aleshores, clar, l'esdeveniment de maig com a tal és un fenomen relativament breu, no, en el temps, algunes setmanes, no? Però en aquell període sí que es donava també aquest fet, no? Que moltes empreses, el monopoli de les intervencions era de quadres sindicals masculins. Et puis, il y a ce que j'ai dit, il n'y avait pas d'assemblée de grévistes, pas d'élection de représentants. Je crois que s'il y avait eu des élections de représentants, une bonne partie aurait été des représentantes. Mais comme il n'y avait pas d'élection, c'est les appareils syndicaux et politiques existants qui gardaient le monopole de la représentation sur le plan régional, local, national. Aleshores, el fet que no hi hagués assemblees generals ni elecció
de representants, delegats, etc., per part de les empreses en lluita, explica també el fet de que els quadres tradicionals del moviment obrer mantinguessin el control a nivell local, d'empresa, regional, etc. Bon, dans les directions d'organisation, il y avait très peu de femmes. A la direcció de les empreses hi havia poques dones. Il y en avait une dans notre bureau politique. A les organitzacions, una al nostre bureau polític, sí. Jeannette, un certain nombre d'entre nous doivent la connaître. Sí, Jeannette Abel. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que Jeannette, elle est arrivée en venant d'Amérique latine, de Cuba, etc. Donc elle était en plein elle était en plein, je m'excuse, je ne sais pas si elle aimerait que je dise ça comme ça, elle était en plein dans le virilisme de l'époque, en quelque sorte, sur le plan de sa trajectoire et de ce qu'elle représentait, arrivant de Cuba et d'Amérique latine. Bueno, aleshores, Jeannette era l'excepció que confirmava la regla, en el sentit que acabava d'arribar de Cuba i en part venia amb aquesta també mística virilista de la República guerrillera. Si bien que le féminisme est né en France, est rené en France, après une rupture, est rené en France au début des années 70 avec la seconde vague féministe. Aleshores, després hi ha un ressorgiment feminista a França a partir dels anys 70, amb la segona onada feminista. Alors, c'est important, un point important, je pense, c'est que beaucoup des organisations féminines, des premières organisations féministes, et je dis organisation, pas simplement pensée, théoricien ou n'importe quoi. Beaucoup de ces organisations ont été lancées par des militantes qui étaient membres de la nouvelle extrême gauche. Aleshores, bona part d'aquestes organitzacions, i no dic teòriques o tal, sinó organitzacions van ser llançades per militants dones de partits d'extrema esquerra. Mais elles ont organisé des groupes féministes à l'extérieur de leurs organisations, et puis elles sont revenues en bélier dans leurs organisations sur cette base. Aleshores, van crear organitzacions autònomes de dones fora de les organitzacions, però aquesta dinàmica va entrar amb molta força cap a dins, va retornar, va rebotar cap a dins de les pròpies organitzacions. C'est-à-dire après avoir eu un cadre dans lequel elles pouvaient réfléchir elles-mêmes à acquérir une vision féministe proprement dite, un rapport de force, et après nous rentrer dedans. Aleshores, clar, després d'una experiència de tenir un marc de dones independent, i haver tingut aquesta possibilitat d'una reflexió política autònoma, clar, automàticament això tindrà un impacte en el funcionament intern. Alors, et une fois qu'elles ont fait ça, elles ont repensé à comment elles militaient. Moi, je ne sais pas moi, c'est ce qu'on m'a dit, mon ancienne compagne, etc., je les ai questionnés dessus, c'est ce qu'elles racontent dans leur récit. C'est pas... Moi, j'étais un mec, je n'ai pas vécu tout ça. Et donc, elles ont repensé comment elles militaient avant. Aleshores, després d'aquesta experiència en el moviment de dones independent, moltes d'aquestes militants de l'extrema esquerra, clar, fan un balanç crític sobre com han canviat la seva forma de militar en relació a com militaven abans en els partits. Comment elles se sont inscrites aussi dans un mouvement de libération sexuelle qui était pensé de manière masculine. Mais à l'époque, personne ne comprenait que la libération sexuelle pouvait avoir un genre, qu'il pouvait y avoir un cadre de pensée masculin et féminin de ce phénomène. Aleshores, clar, i pensaven també en l'alliberament sexual des del punt de vista d'entendre que podia tenir un marc de reflexió femení exclusiu i un de masculí per separat. Bon, par exemple, on avait comme maître à penser en quelque sorte Wilhelm Reich sur les droits sexuels de la jeunesse. Mais dans mon souvenir, il faudrait vérifier, chez Reich, il ne pose jamais la question en termes de genre. Aleshores teníem com a referència al llibre de Wilhelm Reich, aquest del combat sexual de la joventut,
però en cap moment es planteja aquest llibre, el tema de l'alliberament sexual, en termes de gènere. Et je pense que pour les mecs, il y avait une idée simple à comprendre, après l'appliquer c'est autre chose, et une idée compliquée à comprendre. Aleshores, pels nois hi havia una idea fàcil d'entendre, però que calia aplicar, i una de més complexa o més difícil d'assimilar. L'idée simple à comprendre, c'était l'égalité des droits. Si dans un couple, le mec se permet des extras, entre guillemets, et qu'il ne l'autorise pas à sa copine, il y a un problème. Assez simple à comprendre. De droits communs ou pas, d'égalité des droits. Aleshores, el primer és la igualtat de drets. Si, per exemple, en una relació de parella, un noi fa coses al marge, diguem, el lògic per igualtat és que l'altra part també pugui fer el mateix. Mais l'idée que la façon dont tu vivais la sexualité était masculine, ça c'était compliqué à comprendre. Parce qu'il n'y avait rien dans le passé, notre passé français, qui permettait de le résoudre. On était très immature sur le sujet, donc je pense que c'est une idée qui a été très difficile à comprendre, et ça a fait pas mal de dégâts. Aleshores, el tema d'assimilar la idea aquesta de com s'havia viscut en el passat la sexualitat era una cosa molt masculina, poder pel context francès ha estat molt difícil d'entendre i ha fet molt de mal. Alors j'insiste sur une chose, hein. On était une génération, on a dû comprendre un tas de choses tout seul, voilà. On ne pouvait pas s'accrocher à une histoire comme sur les luttes ouvrières, l'autogestion, tout ce que vous voulez. On pouvait piocher dans des traditions qui venaient des États-Unis, etc. Mais franchement, sur toutes les questions de sexualité, on tâtonnait. On tâtonnait avec le problème de pas de droit à l'avortement, qui vraiment était une question qui était angoissante dans tous les rapports. Donc je dirais, comme circonstance atténuante, on tâtonnait, quoi. On tâtonnait vraiment. Aleshores, som una generació que hem hagut d'aprendre una mica tot políticament i també la qüestió de la sexualitat i de més d'una forma una mica al mar, o sigui, sols, no? Com a generació, sense gaires lligams amb el passat, no? O vincles de memòria, a vegades buscant, picant de coses que venien de fora, dels Estats Units, d'altres països, però sempre amb assaig error, no? Fent tantejos, no? I de més. Alors, j'en arrive à la question de la violence. Je pense que c'est une question, parce que la violence était omniprésente, voilà. Donc je pense que c'est très important. Pourquoi la violence était omniprésente, quel type de violence, et qu'est-ce qu'on a eu comme politique sur la question de la violence. Parce que ce n'est pas une question comme les autres, la violence. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise politique sur la question, ça a des conséquences qui peuvent être beaucoup plus lourdes que sur d'autres questions. Et je ne parle pas de la lutte armée, hein, de la violence. Aleshores, arribem a un tema que és la qüestió de la violència, no? És un tema important, sobretot perquè era omnipresent, no? En aquell context, i, clar, no és com qualsevol altre tema, perquè una posició equivocada, bueno, primer entendre quins tipus de violència hi havia en joc i després entendre que una política equivocada sobre la qüestió de la violència pot tenir conseqüències molt feixugues i no estic parlant de la lluita armada. Donc, je commencerai par la question finale. C'est-à-dire que on aurait très bien, logiquement, vu tout ce qui s'est passé en France, il aurait très bien pu avoir une dérive à l'italienne ou une dérive à l'allemande, avec des guerres privées engagées par des groupes issus de 68 contre l'État ou contre la société. Ça ne s'est pas produit, du tout. Aleshores, és un tema important perquè, clar, vist com va anar el 68, podria haver acabat a la italiana o a l'Alemanya, o sigui, grups que es dediquessin, sorgits del 68, que es dediquessin a fer guerres privades, ja fos contra l'Estat o contra la societat. Il y a eu action directe
en France. Un petit groupe qui s'est attaqué à des représentants de la bourgeoisie, de l'État, etc. Mais Action Directe a été constitué 10 ans après. Il n'est pas été forgé et issu par mai 68. Aleshores, hi va haver una cosa que es deia Acció en Direct, que era un grup molt minoritari, no, que es va crear 10 anys després del 68. Vull dir que no hi ha un vincle directe entre els esdeveniments del 68 o una corrent del 68 que automàticament derivés cap a la lluita armada. Alors, je pense qu'il y a une réponse générale, c'est que, en gros, les organisations de 68 ont eu une pensée politique sur la violence, qui est, on mesure le niveau de violence plutôt pour le modérer que pour l'accentuer. Aleshores, una explicació general és que les corrents sorgides del 68 van tenir un pensament polític al voltant de la violència més escurat cap a la idea d'intentar contenir-la amb criteri polític que no pas accentuar-la com altres llocs. Parce qu'il faut comprendre une chose, on n'a pas généré la violence. Quand on est entré en activité, la violence était là. Physique, n'entend pas la violence de l'État et des bourgeoises, non, la violence physique. Quand on est devenu militant, en devenant militant, on était confronté à la violence physique, avant 68, mais en mai 68 et après mai 68. Aleshores, el primer que s'ha d'entendre és que, clar, quan parlem de la violència és una violència que no vam provocar, sinó que era el resultat directe del pas a l'acció política. Abans del 68, durant i després. Bon, moi, je suis devenu militant devenant étudiant en 65, c'est-à-dire que je n'ai pas vécu la période de la guerre d'Algérie, c'est ma très grande faute. Mais à l'époque, nous étions physiquement attaqués par les fascistes sur les marchés, dans les facultés, devant les restaurants universitaires, partout, devant les lycées, partout. On était attaqués par les fascistes. Aleshores, jo vaig començar a militar l'any 65, al moviment estudiantil. Clar, en aquell context eres atacat sistemàticament pels feixistes. Clar, vaig començar a militar ja després dels esdeveniments d'Algèria, no? Que és la seva gran culpa, que deien. Però en aquell context tenies atacs de l'extrema dreta als mercats, a les facultats, als menjadors universitaris, etc. J'ai commis l'erreur totale de m'inscrire en faculté dans une zone contestée, la faculté de droit et sciences économiques. Le droit était tenu par l'extrême droite, les sciences économiques étaient à gauche. Aleshores, jo vaig cometre l'error d'apuntar-me a una facultat que era un territori en disputa entre l'extrema dreta i l'esquerra, que era la facultat de dret i econòmiques. Dret estava en mans dels feixistes i econòmiques més aviat d'esquerres. Bon, il y avait des batailles rangées régulières, voilà. Mais moi, j'ai été ciblé par les fascistes. Si bien que je ne pouvais pas approcher de la faculté sans me faire tabasser. Aleshores, clar, aquí hi havia enfrontaments regulars i fins i tot arreglats entre uns i altres, però clar, el problema és que a mi em van posar la diana i em van fer un seguiment i no podia acostar a la facultat sense que, trenquessin la cara. Donc finalement, j'ai migré dans une autre faculté. Aleshores vaig haver de canviar de facultat. Heureusement pour moi, parce que je crois que je n'étais pas du tout fait pour les sciences économiques. Afortunadament, perquè no estava gaire dotat per l'economia. On était, disons, on avait deux conceptions radicalement opposées, les fascistes et nous, de l'action violente. Aleshores tenim una concepció molt diferent de l'acció violenta els feixistes i nosaltres. Les fascistes, disons, individuellement, l'apprentissage des arts martiaux. Els feixistes el que busquen és l'aprenentatge individual de les arts marcials. Nous, c'était la cohérence du groupe. Nosaltres, la coherència del grup. Les lignes devant les flics, les lignes devant une faculté, face aux fascistes, etc. Els cordons, l'organització del grup, etc. Davant la policia, els feixistes, etc. Moi, j'ai été responsable de service d'ordre pendant un temps. Dans un combat 1 contre 1, je perdais tout le temps. Clar, jo vaig ser responsable d'un temps del servei d'ordre i en l'afrontament d'un amb un, cos a cos, tenia totes les de perdre.
j'encaissais bien, mais j'étais absolument incapable de porter un coup qui fasse mal. Jo rebia bé, sabia aguantar, però era incapaç de fotre cops. Mais, disons, au début, en gros, l'armement, entre guillemets, armement type, c'était des légers manches de pioche. Pour nous, qui peuvent vous fendre le cuir chevelu peut-être, mais rien de plus. Bé, aleshores l'únic armament eren les barres. Les fascistes, c'était quand même le coup de poing américain, le nunchaku, les deux barres de bois avec une chaîne au milieu, et les barres de fer. Aleshores els feixistes el barra de ferro, vull dir, el d'allò, les barres de fusta, diguem, no els mànecs, els feixistes, barres de ferro, nunchakus, punys americans, de tot. Ce qui m'a quand même valu une fracture du crâne. Bon. Això em va costar una fractura de crani. Donc après, on a haussé un petit peu, on a pris des pieds de table, qui sont redoutables quand même, les pieds de table. On prenait tous les pieds de table de la faculté, là. Si bien que dans une faculté, il y a même le conseil de faculté qui s'est demandé s'ils allaient nous payer des matraques pour qu'on cesse de détruire leur table. Més tard vam utilitzar els peus de les taules com a material de guerra, diguem. Hi va haver un moment que els degans ens va preguntar si es va plantejar si ens finançaven unes porres perquè no destruïssin les taules. Mais disons, il y avait, je disais par exemple là, on était toujours un cran en dessous au niveau des moyens de violence par rapport aux fascistes. On n'essayait pas de le monter, on essayait plutôt de le... Sí, sempre estava un esgraó per sota del grau de violència dels tenaris. Alors, pendant les confrontations avec de mai 68, c'est passé au cocktail Molotov et au pavé. Aleshores, amb els enfrontaments del 68 ja hem saltat al nivell dels còctels i les llambordes. Mais on ne voulait surtout pas que ça aille plus loin. Però sobretot teníem clar que no volien que sonés més lluny. Donc par exemple, une grande manifestation, celle où on a mis le feu à la bourse, si j'ai bonne mémoire, on pouvait faire ce qu'on voulait dans les grandes manifestations. Hein. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. On est passé devant une armurerie, on a protégé l'armurerie parce qu'on ne voulait surtout pas que quelqu'un s'empare d'armes. Bon, personne n'a essayé par ailleurs. Hein. Mais disons, on était très conscient du fait qu'il ne fallait surtout pas que le niveau, disons, de violence, ou d'armement entre guillemets, dépasse ce qu'il était déjà, c'est-à-dire les cocktails Molotov, et les pavés. Aleshores, teníem molt clar que el volíem contenir per la violència. Per exemple, el dia que vam anar a cremar la borsa, realment es podia fer de tot en aquell context, no? Vull dir que no hi havia cap control. El que passa que en una manifestació vam passar al costat d'una armeria i la vam protegir amb un servei d'ordre per impedir justament que ningú s'alinés l'olla i s'armés, fes armament de foc i tal, perquè volíem evitar això, que es anés més enllà de llambordes, còctels i barres. Et il faut dire qu'à l'époque, ça faisait partie de la culture, hein, parce que tout le monde savait faire un cocktail Molotov. Il n'y avait pas de problème. I això ja formava part de la cultura de l'època que tothom sabia fer còctels, era part de la cultura del context. Alors, après, disons, ça se durcit. À partir du 24 mai. Després això ja es va endurint, a partir del 24 de maig. C'est-à-dire que, bon, il y a un mort qui est, disons, dû à l'action des manifestants, c'est le commissaire Lacroix à Lyon. Aleshores hi ha un mort que és un comissari a Lyon degut a l'acció dels manifestants. Bon, c'était un accident. C'est-à-dire que deux jeunes ont voulu placer un camion en travers entre nous, entre eux, j'étais pas là, et la police. Puis le camion s'est mis à zigzaguer, il a heurté le commissaire. Bon, les deux jeunes ont été accusés de meurtre, homicide volontaire, mis en prison, mais 2 ans plus tard, la justice les a lavés de tout soupçon, parce que le commissaire est mort de crise cardiaque durant ses soins à l'hôpital, et que même le lien entre la crise cardiaque et le fait qu'il était heurté par le camion n'était pas du tout évident.
Aleshores, el que va passar bàsicament és que a uns manifestants se'ls va acudir creuar un camió entre la policia i els manifestants, però se'ls va descontrolar, el camió va atropellar aquest comissari, que a conseqüència dels cops va morir d'infart cardíac a l'hospital, és a dir, i se'ls va acusar amb aquests dos d'homicidi, però 2 anys més tard van ser absolts per un jutge. Tous les morts suivants, c'est lié à l'action policière contre les jeunes grévistes de Renault Flain ou de Peugeot Sochaux, c'est-à-dire les usines automobiles. Tota la resta de morts ja seran ja per l'acció de la policia en contra, sobretot de vaguistes de Renault Flain i de Peugeot. Bon, mais c'est le moment où la violence de la réaction internationale et nationale est très très grande. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, en 68, non seulement Martin Luther King est tué, mais Robert Kennedy, on l'oublie. Vous vous rendez compte, un second Kennedy est tué. L'avertissement était quand même très sévère. Et c'est pas. Non, ça montre que l'affaire de Martin Luther King, qui était notamment liée à la grève des boueurs pour les droits civiques, c'était pas seulement la question des droits civiques et de la situation des Noirs, mais beaucoup plus générale. Pourquoi on tue Robert Kennedy? Aleshores, hem de pensar que la violència de la reacció a nivell internacional és molt forta. Per exemple, als Estats Units no només hi ha l'assassinat de Luther King, sinó també hi ha l'assassinat de Robert Kennedy. Luther King estava lligat amb una vaga pels drets civils, però el que estava en joc anava molt més enllà. Rudi Dutschke, dirigeant étudiant en Allemagne, est abattu d'une balle, il survit mais va mourir quelques années plus tard des suites de sa blessure. Rudi Dutschke, el dirigent estudiantil alemany, tindrà un atemptat de bala aquell any i morirà uns anys més tard a conseqüència de les ferides. L'armée rentre à Varsovie, l'armée soviétique rentre à Varsovie. Mao ordonne à l'armée de se retourner contre les gardes rouges en Chine. Aleshores, a Varsòvia l'exèrcit roig intervé contra les mobilitzacions, després Mao ordenarà la repressió de l'exèrcit contra els guàrdies rojos que ell mateix havia mobilitzat. En 1972, Pierre Auvernay, un militant maoïste qui s'était établi dans l'usine de Renault-Billancourt, est assassiné, abattu par un vigile au pistolet. L'any 72, Pierre Auvernay, que era militant del Gauche Walteriana, que militava a Renault-Billancourt, va ser assassinat per un segurat armat. Bon, la justice juge que c'est un assassinat. Il n'était pas menacé, rien du tout, il l'a abattu. Voilà. Et même, il a été donc condamné en justice quand même. I la justícia va condamnar l'assassí per assassinat. Et alors, je ne connais pas les raisons exactes pourquoi, mais disons, face à ça, la gauche prolétarienne, dont il était membre, se dissout. I davant d'aquest fet, la gauche proletariana, el partit al qual pertanyia, es dissol. No sé per quin motiu. Je me rends compte que je ne sais pas pourquoi ils ont pris la décision de se dissoudre plutôt que de changer de politique et de ne pas mettre leurs militants en danger. Aleshores, no sé exactament per quin motiu s'acaben de dissoldre en comptes de decidir un canvi de política i posar en perill els seus propis militants. Donc disons, il y a une répression internationale qui a commencé avant, d'ailleurs, mai 68, qui se poursuit, mais qui est très très dure. Et en France, toutes nos organisations sont dissoutes, toutes les manifestations sont longtemps interdites à Paris. La police quadrille le quartier latin, le quartier étudiant. Aleshores, clar, hi haurà una repressió forta en aquell moment, però posteriorment totes les organitzacions d'extrema esquerra són il·legalitzades, dissoltes, i durant molt de temps a París totes les manifestacions estaven prohibides i la policia es dedicava a patrullar tot el barri llatí. Ça me vaut ma première incarcération pour reconstitution de ligue dissoute. Mais on est devant la cour de sûreté de l'État, pas la police, la justice normale. On est mis devant la cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire question de sécurité nationale. Aleshores, en aquell moment, caurà la primera pena de presó per reconstituir una lliga dissolta a l'època
però no seré jutjat per un tribunal ordinari, sinó per l'equivalent de l'Audiència Nacional d'allà, una cort per la seguretat de l'Estat. On se reconstitue, mais c'est-à-dire que pendant toute une période, il y a un pan d'activité qui doit être clandestin, et il y a un pan d'activité qui est public. Aleshores ens reconstruirem després, però durant un període bastant llarg hi haurà tota una part de l'activitat de l'organització que serà pública i una altra que serà clandestina. Par exemple, beaucoup d'entre ceux qui sont connus, on est interdit de séjour dans beaucoup de pays. Si on veut voyager, il faut passer les frontières discrètement. Aleshores, molts dels militants coneguts nostres tindran prohibida l'entrada a diversos països, no? Per tant, si s'ha de passar a un país, s'haurà de fer per passos de frontera així discrets i demés. On a des relations de solidarité avec vous de l'autre côté des Pyrénées, on doit respecter vos conditions de clandestinité. Clar, els nostres lligams amb organitzacions com vosaltres aquí, en referència a la Lliga Comunista Revolucionària de l'Estat espanyol, s'hauran de fer també respectant les vostres mesures de seguretat. D'autres aident des soldats américains qui désertent des bases américaines en Allemagne. Ils doivent les aider à se rendre au Canada. Activité clandestine. Aleshores també hi ha un treball d'ajuda als desertors nord-americans que marxaven de les bases a Alemanya per marxar després passar cap a Canadà i de més. Per tant, un altre treball clandestí. Nous créons des comités de soldats dans l'armée de conscription. Activité clandestine. Creem comitès de soldats a dintre de l'exèrcit de remplaç francès, o sigui, durant la mili a França. Donc il y a toute une période qui dure quelques années dans laquelle, pour manifester, on manifeste en utilisant le métro pour des manifestations surprises. Aleshores, durant una bona temporada, per manifestar-nos havien de fer saltos, o accions de segona cita i de més. Et disons, on a un grand problème. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où la violence d'État va aller? Parce qu'à l'époque, et il y a de quoi le penser, on pense que les luttes de classe en Europe vont augmenter, se tendre, et que logiquement, l'État va devenir de plus en plus répressif. Aleshores, la pregunta és fins on arribarà la violència de l'Estat, no? Perquè estàvem en un context en què pensaven que hi havia una dinàmica on la lluita de classes s'anava aguditzant i, per conseqüent, pensaven que la resposta de l'Estat seria cada cop més violenta, no? Més repressiva. Donc, on tente d'imaginer comment on peut se préparer à une probable escalade de la répression de l'État. Per tant, clar, ens havíem de preparar, pensar com podíem preparar per fer front a una escalada repressiva de l'Estat. Mais ce qui me paraît le point important là, c'est qu'on ne veut pas l'escalade de la violence. Simplement, on pense que l'État va augmenter la violence. Et pendant un temps, il le fait. Aleshores, és important que nosaltres no és que volguéssim que hi hagués una escalada violenta, sinó que el nostre anàlisi era que l'Estat anava a fer aquesta escalada. Et il y a un moment donné où ça change, le tournant est pris. La situation se normalise. I a partir d'un cert moment, la situació canvia, la situació s'estabilitza. Bon, mais ça se stabilise du côté, disons, parce que la bourgeoisie reprend le contrôle de la situation. Però la cosa s'estabilitza justament perquè la bourgeoisie reprèn el control de la situació política. C'est l'essoufflement de la révolution des œillets au Portugal. És la pèrdua d'empenta de la revolució dels clavells a Portugal. C'est la sortie contrôlée du franquisme après la mort de Franco à la Constitution de 1798, c'est ça? És bona, és la transició aquí, tal com es va redirigir tota la situació d'una forma controlada des de l'Estat amb la Constitució del 78 i tal. Sous forme musclée, c'est le coup d'État des colonels en Grèce en 1974. D'una forma més dura del cop d'estat dels coronells. Donc c'est et donc nous on comprend évidemment à retard, hein, on comprend à retard l'ampleur du tournant. On fait une dernière action d'éclat en 73. Parce
parce que le groupe Ordre Nouveau fasciste organise en plein cœur de Paris un meeting contre les immigrés, alors que les immigrés sont tués encore par des revanchards de la guerre d'Algérie. Et il y a une nuit de bataille avec la police pour essayer de l'interdire. Aleshores, nosaltres prenem consciència d'aquests canvis de període del cicle polític amb una mica de retard. En tot cas, hi haurà un últim enfrontament molt espectacular amb l'extrema dreta l'any 73 contra l'Ordre Nouveau, que estava fent una campanya anti-immigració en un context on encara l'extrema dreta assassinava bastants immigrants pel tema revanxista contra els algerians i demés. On est à nouveau dissous. I serem de nou dissolts. Je suis à nouveau incarcéré alors que j'étais même pas à la manifestation. Tornaré a la presó, tot i que no vaig estar a la manifestació. On est très soutenu, mais on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça nous empêche de faire des tâches beaucoup plus importantes. Aleshores, tindrem molt suport de la resta de l'esquerra, dels moviments i demés, però prenem consciència de que no podíem mantenir aquesta dinàmica molt de temps, perquè això ens impedia fer altres tasques polítiques que eren més urgents o més importants. Donc on change complètement de braquet et on repense un travail à long terme d'implantation sociale. Aleshores, canviem aquí de marxa i ens proposem un treball més a llarg termini d'implantació social. Alors le dernier point que je veux dire, c'est dans les années 80, ma génération, notre génération pour une partie d'entre vous, on est battu. Et on est battu sur le plan international. Voilà. On a engagé une bataille, c'est une bataille qu'il fallait engager, mais on a perdu. Voilà, dans les années 80. Aleshores, en els anys 80, la meva generació, la generació de part dels que estava a la sala, tindrà la sensació d'haver estat derrotada a nivell internacional. Si vous voulez, le sommet de la période montante, ça a été la défaite américaine en Indochine, par exemple. Mais après... Et donc, la défaite que nous subissons, c'est une défaite qui est subie par la gauche socialiste dans les pays de l'Est, c'est une défaite qui est subie dans le tiers-monde, et c'est une défaite qui est subie en Europe. Alors la défaite est brutale avec Thatcher en Grande-Bretagne, la défaite est cotonneuse en France avec Mitterrand, mais elle est très profonde. Aleshores, clar, en aquest context tenim una derrota forta de les forces socialistes dels països de l'est, una derrota forta en el tercer món i també en els països capitalistes avançats, també la més forta poder en el cas de Thatcher a Gran Bretanya, però clar, en el cas del govern de Mitterrand a França també. Et alors, on me demande parfois, finalement, toutes les espérances de 68 n'étaient qu'un rêve. C'était pas un rêve, c'était une bataille engagée. Mais cette bataille, on l'a perdue, voilà, à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résultats, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences positives à long terme. On peut revenir à la discussion sur le cas français, mais ce n'est pas parce que vous engagez une bataille que vous êtes sûr de la gagner. Et là, on a bien perdu. Aleshores, clar, aquí es planteja el tema que el poder del 68 va ser un somni, no és que fos un somni, és que va ser una batalla perduda. I perduda en molts aspectes, malgrat el fet que hi ha hagut avanços, que hi ha hagut algunes conquestes, hi ha hagut... Donc, le coût de notre défaite, c'est le néolibéralisme et la mondialisation capitaliste. El preu de la nostra derrota és el neoliberalisme i la globalització capitalista. C'est pas l'héritage de 68, c'est le coût de notre défaite. No és pas l'herència del 68, sinó el preu que paguem per la nostra desfeta. Je prends l'exemple, pour conclure, de l'individualité. Per exemple, parlant del tema de l'individualitat, l'esprit de 68, c'était le développement des libertés individuelles dans le cadre du renforcement des droits collectifs. L'un se nourrissait l'autre. L'esperit del 68 és
tenir més llibertat individual en el context dels drets col·lectius. Dans le néolibéralisme, le thème de la liberté individuelle est utilisé pour détruire les droits collectifs. Sota el neoliberalisme s'apel·la als drets de l'individu per destruir els drets col·lectius. C'est pas l'héritage de 68, c'est une inversion de signe. No és pas l'herència del 68, sinó la inversió d'aquesta ordre. Voilà. À Citroën, dans l'usine de Citroën, il y avait des syndicats jaunes, fascistes. Je ne sais pas si c'était un fasciste exact, mais quasiment en tout cas. Mais je ne sais plus s'ils existaient avant 68, parce qu'on allait distribuer à Citroën, mais il fallait y aller avec cocktail Molotov, etc. Parce qu'on allait être attaqué par la milice de Citroën. Aleshores, a la casa Citroën, per exemple, allà sí que hi havia un sindicat groc que era, si no era feixista, gairebé ho era. I allà, per exemple, per anar a fer una repartida de propaganda, havies d'anar amb els còctels Molotov perquè trobaves amb la milícia del sindicat que venien a atacar. Mais le principe, c'était les syndicats ne peuvent pas rentrer dans l'entreprise. Point. Però el principi era aquest, els sindicats no poden entrar a les fàbriques. Renault-Billancourt, usine d'État quand même. La CGT devait organiser des réunions secrètes dans l'entreprise, avec des gardes pour vérifier que les vigiles n'apparaissaient pas. Aleshores, a Renault-Billancourt, que era la fàbrica d'allà de París, allà els de la CGT havien de fer reunions clandestines i posar vigilància perquè no apareguessin els matons de l'empresa. Après, si vous voulez, je pense que on n'a pas eu le temps nécessaire pour construire dans des pays comme la France des organisations suffisamment enracinées pour qu'elles puissent changer le cours des choses. Aleshores, crec que a França no en tenia el temps de construir organitzacions prou arrelades com per ser capaces de canviar la dinàmica general. Bon, d'abord, on ne peut pas partir de l'hypothèse qu'on ne commet aucune erreur. Quand même. On va en commettre des erreurs. No podem partir de la hipòtesi que no cometrem cap error. En vam cometre, lògicament. Mais l'enracinement social à partir duquel on peut peser sur le cours des choses de façon nouvelle, ça prend du temps. Bien. Però, lògicament, l'arrelament social necessari per pesar en el curs dels esdeveniments necessita temps, lògicament. Et que le PC était ce qu'il était. Voilà. I el Partit Comunista era el que era. Etc. Donc, je pense que, disons, on avait conscience du fait que le temps était compté. L'histoire nous mord la nuque, on disait. L'histoire nous mord la nuque. C'était le sentiment qu'il y avait une fenêtre qui s'était ouverte et on ne savait pas quand elle allait se refermer. Aleshores, érem conscients que teníem el temps molt comptat, que s'havia obert una finestra d'oportunitat i que se'ns esgotava el temps. La història ens mossegava la nuca, dèiem a l'època, la frase del Vence. Et donc je crois que disons, le temps nécessaire pour pouvoir construire les organisations, une évolution des consciences politiques et sociales, etc., tout qui permet d'eux, c'était l'histoire mondiale qui nous l'a donné ou qui ne la donnait pas. Bon, je pense que c'est sur le plan mondial que la question s'est jouée. Si vous voulez, je vous donne un exemple. No, crec que el temps que teníem en realitat era el temps de la política internacional, per construir organitzacions, desenvolupar la consciència, etc. Però al final la cosa es jugava a nivell internacional. Je donne un exemple. À un moment donné, les Américains ont vraiment craint qu'ils allaient perdre tout le sud-est asiatique continental.
C'est pour ça que de façon préventive, ils avaient organisé le coup d'État sanglant de Suharto en Indonésie en 1965. Hi ha un moment donat que els americans tenen la impressió que estan a punt de perdre tot el sud-est asiàtic continental, per això organitzen el cop d'estat de Suharto el 65 a Indonèsia. Quand je pars pour la première fois en Thaïlande en 1974, je rencontre des militants qui sont passés au Parti communiste thaïlandais, la situation devient très tendue dans le royaume, les possibles semblent très ouverts. Aleshores, el primer cop que me'n vaig a Tailàndia l'any 74, conec militants que estaven al Partit Comunista i bueno, allà la situació és tensa, però sembla que hi ha una possibilitat d'un canvi. Et la catastrophe arrive. C'est quoi la catastrophe? C'est les conflits sino-soviétiques et sino-indochinois. C'est ça qui a sauvé l'impérialisme américain après sa défaite au Vietnam. I aleshores arriba la catàstrofe. La catàstrofe és el conflicte sino-soviètic, l'enfrontament entre la Xina popular i la Unió Soviètica. I això és el que permet als americans salvar la situació al sud-est asiàtic, en realitat. Vous imaginez qu'il y a eu une alliance Washington, Pékin de Deng Xiaoping, le droitier, et les Khmers rouges, qui ne sont pas exactement droitiers, pour une guerre contre le Vietnam. Aleshores, imagineu-vos la situació on Deng Xiaoping, el premier dretà de la República Popular Xina, s'alia amb Nixon als Estats Units i amb els Khmer rojos de Cambòdia per atacar Vietnam. Imagineu-ho. Je pense que c'est notamment ce nouveau facteur dans la situation mondiale qui fait le tournant, quoi. I és justament aquest factor, la situació mundial, que fa aquest capgirament de la situació. Bon, ça... Disons, la question qui est posée en ce qui concerne l'Indochine, pour moi, c'est la suivante. C'est la solidarité a toujours été en retard par rapport aux besoins. Aleshores, en relació a la qüestió d'Indoxina, el que és una constant és que sempre la solidaritat ha anat un pas per darrere de les necessitats del moment. Les Vietnamiens demandent, le Congrès indochinois demande au Front populaire de préparer la décolonisation en 1936, ils refusent. El Front Nacional Vietnamita, Indoxí, li demana al Front Popular que tramiti la independència del 1936 i... Non, le Front populaire français. Oui, d'accord. El Front Popular a França que concedeixi la independència del 1936 i se'ls hi nega. Refuse. En 1945, le Vietnam proclame son indépendance. En 1945, Vietnam proclama la independència. De Gaulle envoie l'armée reconquérir le Vietnam. I li vol enviar l'exèrcit a reconquerir el Vietnam. Le PC est membre du gouvernement. El PC és membre del govern en aquell moment. Il est contre l'envoi du corps expéditionnaire. Mais il ne trouve pas que c'est suffisamment grave pour démissionner du gouvernement. Està en contra de l'enviament de tropes, però no creu que sigui motiu suficient com per marxar del govern, trencar amb el govern. En 1954, les Vietnamiens pouvaient gagner. En el 54 els vietnamites podien haver guanyat. Mais durant les négociations de Genève, Moscou et Pékin exercent une pression très très forte sur les Vietnamiens pour qu'ils acceptent une division du pays en deux. Però en aquell context, russos i xinesos pressionen els vietnamites perquè acceptin els acords de Ginebra i la partició del país. Si bien qu'ils disent en 1973 aux Américains, on engage des négociations, mais on n'invite ni Pékin ni Moscou. C'est entre vous et nous. I, clar, l'any 73 els vietnamites diuen vale, ara anem a negociar els americans i nosaltres, però sense Pequín ni Moscou. Alors pour moi, c'est ça, c'est une des leçons. C'est-à-dire que une des leçons, c'est que les victoires et les défaites se jouaient notamment sur le plan de la solidarité. Et cette solidarité est arrivée trop tard, trop faible, trop souvent. Aleshores, aquí la qüestió clau està en la solidaritat internacional, que ha arribat molt sovint massa tard i ha estat massa feble. Donc le cours des choses aurait pu être différent. Mais, disons,
En France, dans ces années-ci, voilà, on n'avait pas les cartes en main. Alors, je m'excuse, je vais quand même faire un petit truc, parce que justement la solidarité, ce que je viens de dire sur la solidarité, il y a une forte tradition en France de solidarité anti-impérialiste. Un apunt, no? Sobre el tema de la solidaritat. No? Hi ha una forta tradició de solidaritat antiimperialista a França, Mais elle manque de continuité. però té una mancança de continuïtat. Et l'incroyable, c'est que avant 68, avant mai, vous avez le comité Vietnam national, le comité Vietnam de base, et tout le monde ne parle que de l'Indochine. I aleshores, abans del 68, per exemple, a França tenim el comitè Vietnam nacional, el comitè Vietnam de base, i abans del 6 de maig tothom de l'únic que parlava de Vietnam. Après 68, le CVN disparaît, le comité Vietnam de base disparaissent, et on doit reconstruire le Front Solidarité Indochine à contre-courant. Aleshores, després del 68, tant el comitè Vietnam nacional com el comitè Vietnam de base desapareixen i ens trobem en la tessitura de reconstruir a contracorrent una corrent de solidaritat amb Indochina. Parce que toutes les organisations radicales se tournent vers la lutte de classe en France et délaissent le terrain de la solidarité. Ja que totes les organitzacions radicals d'extrema esquerra es centren en la lluita de classes a dintre de França i obliden durant un temps. Donc s'il y avait une leçon générale, une des leçons générales à tirer de cette période, c'est l'importance de la solidarité internationale par rapport aux luttes. Aleshores, si hi ha una lliçó a extreure d'aquest període és la importància de la solidaritat internacional per les lluites. Et quand on regarde aujourd'hui en France, il n'y a quasiment pas d'action de solidarité internationale. I quan veiem avui en dia a França, gairebé no hi ha solidaritat internacional. C'est très problématique. Alors, ah oui, qu'est-ce qui est arrivé, disons, l'héritage des organisations de gauche? Alors, je pense que les organisations issues de 68 en France, en gros, maintenant, elles ont toutes disparu, sans héritier. Aleshores, pel que fa a les continuïtats, o l'herència de les organitzacions d'esquerres en relació al 68, bàsicament avui en dia gairebé totes han desaparegut. Enfin, c'est un peu simple, mais je pense que c'est le fond de l'affaire. Alors, il y a celles qui se sont dissoutes. Hi ha aquestes que es van dissoldre, les que es van dissoldre. Il y a celles qui sont restées mais immuables. Les que s'han mantingut però immutables, comme les ouvrières. Com l'ouvrier. Dans un monde qui change alors. En un món que canvia. Et puis il y a la tradition de la LCR, je pense que c'était quand même la tradition la plus riche en moyenne, parce que ça dépend des cas, des sujets, des terrains issus de 68. Després hi ha la tradició de la LCR, que poder és la més rica de les que han nascut del 68. Et l'idée qu'on avait, c'était de maintenir cette tradition vivante, c'est-à-dire en la faisant évoluer, suffisamment longtemps pour pouvoir transmettre un certain nombre de leçons d'une expérience extrêmement riche qu'on avait vécue lors de la prochaine montée des luttes. Aleshores, la idea de la Lliga era donar continuïtat a aquesta tradició rica en aprenentatges i tal per poder lligar amb una nova ascensió de lluites, no? Lligar amb una nova generació. No? Mais cette attente a été si longue qu'on a été dévitalisé avant de pouvoir transmettre. Voilà. Però aquesta espera ha estat tan llarga que al final hem perdut l'alè abans de transmetre aquesta tradició. Et je pense qu'il y a une rupture de génération qui est radicale, profonde. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, la majorité des jeunes ou demi-jeunes ne pensent pas qu'ils ont quoi que ce soit à apprendre de l'histoire passée. C'est très différent de notre génération. Aleshores, hi ha hagut una ruptura generacional molt profunda. Per començar, es veu amb el fet que la major part dels joves, o els que es creuen encara joves, en molts casos creuen que no hi ha res a aprendre de la història. Mais il y a deux points positifs que je veux signaler. Però hi ha dos aspectes positius que vull assenyalar. Par exemple, on a été défait dans les années 80. Mais dans les années 90, il y a en France ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, à l'époque. À savoir droit au logement, les zones chômeurs, les syndicats solidaires.
Doncs pel que fa als moviments socials nous dels anys 80, sense sostre, sense dels aturats, sense papers, etc. I els sindicats alternatius. Ils ont tous été impulsés par des 68ards. Tots han estat impulsats per 68istes, militants de la 68. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience vécue extrêmement riche qui a été maintenue et qui a permis d'enrichir, disons, d'être encore utile et utilisé pour le développement du neuf au début des 90. Aleshores, aquí sí que hi ha una part d'experiència que sí que ha servit per enriquir aquests moviments socials, no? Que fins als anys 90. Et puis en France, le cinquantenaire, le 50e anniversaire est très différent des précédents. I a França, per exemple, ara el 50 aniversari del 68, aquest és molt diferent de les commemoracions anteriors. Il est centré sur les questions sociales et sur la grève et les luttes sociales, alors que d'autres étaient centrés sur le culturel, etc. Aleshores, enguany, tot el debat del 68 parla molt més de la qüestió de les vagues, de la qüestió social, que no pas en commemoracions anteriors que sempre ha parlat dels aspects culturals. Et il rentre en résonance avec, disons, la révolte de couches quand même très larges contre disons, le niveau d'attaque auquel la population est aujourd'hui soumise par Macron. Aleshores, i això sintonitza bé amb l'emprenyament que hi ha entre capes amplíssimes de la població, doncs, amb els atacs neoliberals que està propulsant Macron. Alors, je ne dis pas que les jeunes réfléchissent sur les leçons politiques, utiles ou pas utiles, de 68. Mais ils vivent 68 comme un moment positif de qu'est-ce qui est possible quand on veut se révolter. Et ça, c'est le 50e anniversaire, c'était pas comme ça les 20 et 25e anniversaires. Aleshores, no dic que hi hagi molts joves que estiguin reflexionant en termes polítics del que és útil el 68 o no, a aquest nivell d'anàlisi, però sí que globalment es considera que el 68 és una cosa positiva i que demostra el que es pot aconseguir quan les revoltes són prou fortes. Alors, moi j'habitais Paris. Donc, les liens avec la classe ouvrière, c'était compliqué dans le centre de Paris. Quand on était à Nanterre, l'université de Nanterre a été construite dans un bidonville, donc c'était plus facile. Mais il y a une question qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est que le PCF a créé un mur, y compris en son sein, entre les intellectuels et les ouvriers. Aleshores, un tema important, jo crec que vivia a París, allà és complicat, no?, el lligam amb la classe obrera, i, per exemple, a no ser que estudiessis, per exemple, a Nanterre, que era la rodalia de París, no?, als afores, que era una mena de barriada, i allà sí que era més fàcil, però en tot cas, el que s'ha d'entendre és que en aquell context el PCF havia construït un mur entre, i fins i tot dintre les seves pròpies files, no?, entre els sectors intel·lectuals i els sectors obrers manuals. Bon, les intellectuels se sont agités après la répression en Hongrie, avec tout ce qui se passait dans les pays de l'Est. Et donc, pour éviter la contamination de l'esprit critique, le PC a véritablement séparé le secteur intellectuel du reste de la vie du parti. Aleshores, arrel, per exemple, dels esdeveniments d'Hongria del 56, on els intel·lectuals sí que es van agitar, van ser crítics i tal, el que fa el PC és aïllar el sector intel·lectual de la resta del partit perquè no contaminés d'idees crítiques sobre els països de l'Est i de l'Est. D'ailleurs, c'est avec ces intellectuels critiques du PC
que la solidarité Ouragan-Algérie a été faite, qu'on a construit le comité Vietnam national à mon époque, etc. Aleshores, serà justament amb aquest sector intel·lectual del PC amb el qual es construiran, diguem, la solidaritat amb Algèria, la solidaritat amb Vietnam, etc. Bon, et puis en 68, 66, 67, 68, le PC expliquait que nous, les gauchistes, on était des agents du ministère de l'Intérieur. Aleshores, als anys 66, 67, 68, la política del PC era dir que l'extrema esquerra, els gauchistes, els carranistes, eren agents infiltrats enviats pel Ministeri de l'Interior. Bon, par exemple, j'avais été distribuer un tract devant un centre de tri postal, je me suis fait tabasser par les gros bras du PC et de la CGT, j'ai eu le bras cassé. Per exemple, vaig anar un dia a repartir propaganda a un centre de correus i els del PC em van hostiar, em van trencar el braç. Donc il y avait, disons, dans tous les bastions contrôlés par le PC-CGT, il y avait une prévention contre le monde intellectuel et les gauchistes. Aleshores, dintre de tots els grans bastions controlats pel PC hi havia prevencions en contra tant dels intel·lectuals sospitosos, diguem, com dels dits carranistes. Maintenant, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de liens qui se sont tissés durant les événements dans beaucoup de provinces où le mouvement était moins directement contrôlé, le mouvement ouvrier était moins directement contrôlé par le complexe PCF-CGT. À l'époque, la CGT était dirigée par le PCF. Et que là, il y a eu, disons, il y a eu beaucoup d'expériences, je pense, d'organisation locale. Aleshores, a províncies era diferent, no? Perquè allà sí que hi havia més experiències on certes dinàmiques de mobilització van escapar més al control de tot aquest entramat PCF-CGT. CGT és comissions d'aquí, no? Però a l'època estava totalment controlat pel Partit Comunista. Alors, il y avait déjà à l'époque un nombre significatif d'étudiants qui étaient d'extraction plus ou moins populaire. Aleshores, a l'època ja hi havia un nombre significatiu d'estudiants d'origen popular. Mais je pense qu'il y en avait encore très peu qui étaient d'extraction ouvrière, proprement dit. Tot i que n'hi havia molt pocs que fossin estrictament de procedència obrera. Donc pour moi, c'est difficile d'avoir une vision globale par exemple, il y a une historienne qui s'appelle Ludivine Bantini, elle pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres étudiants ouvriers en France à l'époque. Aleshores, a mi em costa tenir una visió global, perquè de fet, tot i que hi ha un historiador que es diu Ludivine Bantini, que sosté el contrari, que sí que hi va haver moltes connexions entre moviment estudiantil i moviment popular en sentit més ampli. Alain Krivine est convaincu que non. Krivine està convençut que no. Mais il n'a pas travaillé les archives. Però no ha treballat els arxius. Donc, et après, disons, on a eu la politique d'établissement. La politique d'établissement. I després hi ha hagut la política de centres de treball, d'établissement de treball, tu veux dire. Envoyer des militants. Ah, oui, sí. S'embaucher. Sí, de gira a la indústria, per entendre'ns, no la proletarització. Il y avait beaucoup de façons différentes de le faire. Hi ha hagut moltes formes diferents de fer-la. Bon, les maoïstes, disons, l'ont fait souvent en, disons, une sorte de raid à court terme. Tu es embauché et tu commences à saboter, par exemple, à bloquer une chaîne de production, de provoquer l'incident pour essayer de faire que ça se propage. Aleshores, per exemple, els maoistes tenien un estil que era intentar col·locar militants a dintre d'una empresa i intentar ràpidament generar un conflicte, bloquejar la producció perquè això generés una reacció interna. No?
il y a eu des sympathies, il y a eu des rejets, hein, bon, notamment des sympathies chez les travailleurs non qualifiés. Aleshores, aquí hi haurà de tot, hi haurà simpaties, també hi haurà rebuig per part de les plantilles, depenent. Normalment, les simpaties entre els treballadors menys qualificats. Bon, on a eu plusieurs types de politiques, mais l'idée c'était quand même un travail à long terme. En tot cas, hi ha hagut altres tipus de política, nosaltres pensàvem més poder a llarg termini. Alors, de ça, il est resté, en ce qui nous concerne, il est resté des implantations durables, mais des implantations plutôt à la poste, des services comme ça, les chemins de fer, la poste, un peu dans l'automobile. Aleshores, entre les nostres files, bueno, el que ha quedat de tot aquest treball d'implantació obrera, doncs, un treball a Correus, un treball a l'equivalent de la Renfe d'allà, o sigui, del ferrocarril, una part de la indústria de l'automòbil. Mais un des problèmes, c'est qu'on a essayé de cibler des grands secteurs industriels qui ont disparu après. El problema és que, clar, ens plantejàvem implantar-nos en sectors industrials que al final han acabat desapareixent. Bon. Donc, en gros, ce qu'on a aujourd'hui en rentre en résonance avec ce qu'on a fait dans les années qui ont suivi 68. Aleshores, grosso modo, el que conservem avui en dia està en ressonància amb el que vam fer en els anys posteriors. Mais c'est quand même très marginalisé, quoi. À part un peu dans la poste et les chemins de fer, c'est quand même très marginalisé. Tot i que el que ens queda ha estat bastant marginalitzat, llevat de sectors com això, ferrocarril i correus, al meu entendre.